Donc merci quand même d'être là. Alors c'est effectivement la 34e commémoration. Ce matin à Ouagadougou, on a eu une conférence de presse de nos avocats qui s'est très bien tenue et qui s'est tenue dans un endroit assez symbolique. C'est l'université Sankara, qui est donc une université qui est à Ouaga 2. Tout cela montre effectivement que l'histoire bascule. Il y a quelques années, il aurait été presque impossible d'imaginer qu'il y aurait une université qui porte son nom. C'est qu'il y a eu évidemment un changement de régime et cela est dû probablement à de longs efforts et au peuple burkinabé qui s'est réveillé et qui a chassé le dictateur Compaoré. Donc je vais dire quelques mots rapidement sur l'affaire Sankara, qui en est à sa 25e année, et expliquer un peu les enjeux de ce procès qui s'est tenu le 11 octobre et qui a été repoussé jusqu'au 25 à la demande de la partie adverse, puisqu'ils avaient commis deux nouveaux avocats qui n'étaient pas encore familiers avec le dossier. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le travail qu'on fait au Grilla depuis 25 ans, il s'agit effectivement de la première campagne internationale contre l'impunité dans le cadre du meurtre d'un chef d'État, et Thomas Sankara a initié un processus révolutionnaire pratiquement dans la même année que le Grilla est né, en 1984. Et nous avons effectivement en commun l'idée que le développement autocentré et une voie panafricaine est l'alternative pour le continent. Son expérience a été au début remarquée simplement par ceux qui étaient assez progressistes. Le pays qui était la Haute-Volta était un pays enclavé qui servait principalement de main-d'œuvre pour le café et le cacao dans la sous-région, surtout en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et c'est un pays qui a été remembré et démembré plusieurs fois durant l'ère coloniale avec la Côte d'Ivoire. Et donc c'est principalement le bassin du lumpen prolétariat, et du fait de son enclavement, il était un peu le parent pauvre de la sous-région. Cela ne l'empêche pas d'avoir bien sûr un passé historique tout à fait lumineux et un système de monarchie démocratique assez particulier. Le Moro Naba est en fait l'empereur du Mogo. Ce n'est pas l'empereur des Mossi, des peuples, c'est en fait le garant de l'ordre de l'univers du Mogo. Et son système est assez démocratique dans le sens que malgré une aristocratie très inégalitaire, il y a un mode de régulation assez spécial. Chaque jour, le Moro Naba quitte son palais et s'en va vers une destinée inconnue, et le peuple le retient. Donc c'est un mécanisme de révocation en fait populaire qui est très intéressant au niveau des formes de démocratisation, tout simplement pour dire que cette société-là est une société qui avait différents rouages politiques, différents systèmes politiques, avec bien sûr des relents de sociétés traditionnelles rétrogrades et bien sûr un mode néocolonial de croissance qui s'épuisait déjà à l'entrée des indépendances que la France ne voulait pas accorder. Et donc dès les débuts de l'indépendance, la Haute-Volta est un peu à la remorque de ce mode néocolonial de croissance. Il n'y a pas de grande richesse, il y a un peu de coton principalement, et la main-d'œuvre sert principalement à la mise en œuvre de ce que la Division internationale du travail a imposé, donc le café et le cacao. Il s'ensuit une succession de coups d'État sur lesquels on n'a pas le temps vraiment de revenir, mais se démarque dès l'épisode de Saé Zerbo et Jean-Baptiste Ouédraogo. On voit qu'il y a une conscience politique dans l'armée qui s'alterne au pouvoir, et au sein de cette armée, il y a un jeune capitaine qui s'est formé à Madagascar qui s'appelle Thomas Sankara et qui effectivement avait déjà développé des idées humanistes, chrétiennes, mais aussi socialistes et panafricaines, et il détonnait dans les rangs. Et effectivement, il va se faire remarquer, sera nommé secrétaire d'État et ultérieurement dans le prochain gouvernement Premier ministre. Et sa position assez radicale et les animosités de la France vont faire qu'on va l'arrêter très tôt, ce qui va juste accroître sa popularité. Et là, son meilleur ami et plus que frère, Blaise Compaoré, avec lequel il a eu sa formation, va profiter du climat d'insurrection populaire pour faire un énième coup d'État, et cette insurrection populaire porte cette fois-ci Thomas Sankara au pouvoir. Alors cet épisode, il est assez particulier dans la mesure où le contexte de l'époque, c'est le problème de la dette dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce problème de la dette, c'est effectivement
le fait que nos pays ont été endettés et que, incapables de payer les dépenses d'infrastructure, les détournements de fonds, il y a un cumul de la dette qui impose des plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire des mesures d'intégration forcée dans l'économie mondiale qu'inflige la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Lui, il arrive donc à ce moment-là où tous les pays africains vont être en train d'être redressés au niveau de leur économie, et il s'en va dans le sens contraire en disant au contraire, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est plutôt compter sur les propres forces, essayer de développer une autosuffisance alimentaire, aller à contre-courant du modèle extraverti et créer plutôt un modèle introverti, un développement autocentré, basé d'abord sur remonter la condition rurale, donc les masses rurales, plus de 80% de la population, redresser l'équilibre entre les classes moyennes bourgeoises et petites bourgeoises, et surtout doper la condition féminine qui était effectivement le parent pauvre de ce développement en donnant les pleins pouvoirs et l'égalité aux femmes. Tout cela dans une démarche à caractère écologique, dans une démarche de rupture avec le néocolonialisme et avec un internationalisme agissant, notamment avec l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, avec la crise au Nicaragua, avec la question palestinienne. Donc en fait, en très peu de temps, la démarche radicale révolutionnaire, un peu sur le modèle cubain, mais vraiment de façon assez endogène, va commencer à intéresser les services étrangers, malgré la défection de la coopération internationale qui se retire. Donc les Burkinabés sont obligés de construire eux-mêmes leur économie et réalisent des prouesses assez spectaculaires. La FAO doit reconnaître que l'autosuffisance est atteinte, ils construisent des chemins de fer, ils font des digues de rétention d'eau. Bref, on voit des progrès incroyables au niveau de la santé avec des missions commando, avec l'armée aux commandes. Mais en même temps, bien sûr, comme tout processus révolutionnaire, il y a des abus. Les gens qui ont été pris dans le lumpenprolétariat ou même dans les masses laborieuses, qui sont investis tout d'un coup de pouvoir et d'autorité, peuvent aussi en abuser. Mais rien pour vraiment court-circuiter le processus révolutionnaire qui va connaître plutôt au niveau de ces divisions intestines au sommet les premières zizanies qui vont être amplifiées par les services français et les pays de la sous-région qui voyaient d'un très très mauvais œil la contagion révolutionnaire se répandre, notamment chez les jeunes et les femmes. Donc à partir de la Côte d'Ivoire, à partir de la France, on voit déjà une sorte de grogne de la perspective que ce modèle puisse s'étendre. Donc, pour grosso modo, dire que c'est un pays qui ne va avoir d'intérêt que parce que idéologiquement, il vient en fait être à contre-courant de l'ambiance néolibérale qui est en train de se mettre sur pied. Alors, il va se fomenter un complot. Là, on est dans la période du président Mitterrand. C'est quand même un socialiste qui est au pouvoir. Mais pas n'importe quel socialiste, c'est quelqu'un qui a été construit dans l'ère coloniale, qui a une disposition très paternaliste, bien sûr humaniste, mais qui voit d'un très mauvais œil les positions radicales exprimées d'ailleurs ouvertement devant les caméras, notamment lors de la visite de Peter Botha, le président sud-africain en France, et les remontrances du jeune bouillant capitaine. À l'époque, le dispositif France-Afrique, comme on l'appelle, alors la France-Afrique, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit là de réseaux assez opaques de l'Élysée, de Matignon, du Quai d'Orsay, des services secrets, de la franc-maçonnerie et de différents intérêts africains imbriqués avec la France. C'est un magma assez complexe qui n'est pas la France, mais qui est vraiment tout le dispositif qui permet parfois à l'affairisme français de prospérer. Donc ce dispositif France-Afrique qui avait été mis sur place par Foccart a été repris et à ce moment-là, dans le cadre du Burkina, c'est un certain Guy Pen, qui est conseiller à la présidence, qui veille à ce que ce modèle burkinabé, en tout cas, puisse dérailler. Donc, dans des circonstances assez difficiles, on s'achemine en fait vers la fin de l'histoire. Au sein de l'État, il y a trois personnages, Jean-Baptiste Lingani, Henri Zongo, Blaise Compaoré, et genre trois mousquetaires, et D'Artagnan, si vous voulez, qui serait Thomas Sankara. Et l'idée, c'est de défroquer et d'aller vers un parti de masse, ou en tout cas de changer un peu la dynamique qui est en train d'être de plus en plus malsaine au sein du leadership. Il y a des tracts incendiaires qui circulent dans Ouagadougou, dans ce pays donc, qui avait été renommé Burkina Faso.
Et donc, cette journée du 15 octobre 1987, il se rend au Conseil de l'Entente avec quelques-uns de ses collègues et arrive en trombe des véhicules, comme il en arrivait souvent, avec des gardes armés. Et sitôt qu'ils arrivent, ils commencent à tirer. Et lui, il dit aux ceux qui étaient dans la salle, ne bougez pas, je sais que c'est pour moi qu'ils viennent. Et donc, il sort les deux mains en l'air. Et plus tard, les expertises balistiques montreront les impacts de balles dans ses aisselles. Donc, il a vraiment été criblé de balles assez lâchement. Et ces personnes-là sont rentrées et ont arrosé toutes les personnes qui étaient dans la salle. Il n'y a qu'un seul rescapé qui a fait le mort dans le sang des autres. Peu de temps après, quelques heures plus tard, a été mis un communiqué et avec la stupeur générale, on voit qu'en fait, les trois autres mousquetaires sont toujours là et que Blaise Compaoré a pris le pouvoir. Alors cette période, elle est assez brutale. Elle va se faire avec des éliminations physiques ciblées de tous les gens qui étaient plus ou moins considérés comme sankaristes. Et par la suite, on va voir la rectification donc, de cette révolution. Donc il n'osait pas changer le processus révolutionnaire comme tel, mais petit à petit, on a bien vu qu'il s'agit, du retour du dispositif néocolonial. Blaise Compaoré s'était accoquiné dans la période dont on parlait précédemment avec Charles Taylor, qui est un agent des services secrets américains exfiltré d'une prison américaine qui s'est retrouvé en Libye. Et ils ont comploté pour aller assiéger le Sierra Leone au nom de l'idée de prendre le pouvoir au Libéria. C'est une histoire longue, mais toujours est-il qu'ils vont s'enrichir avec les diamants pillés dans ces deux guerres du Libéria et du Sierra Leone. Et ils vont devenir extrêmement riches, le Burkina vendant du diamant sur les places internationales alors qu'il n'en produisait pas. Et plus tard, on verra le Burkina continuer à vendre du diamant, notamment dans l'embargo contre Jonas Savimbi de l'Angola, un embargo des Nations Unies. Et cette capacité financière, elle va être décuplée par le fait que le Burkina sera aussi le point d'entrée, le cheval de Troie de la réfection des codes miniers. Les codes miniers étant exigés par la Banque mondiale. Donc il s'agit de défaire les espaces de souveraineté des États pour permettre en fait au libéralisme de s'installer. Et donc avec les avocats canadiens principalement, on va voir effectivement cette réflexion des codes miniers s'étaler dans toute la région et la perte de souveraineté du Burkina, comme du Ghana, du Sénégal et des autres pays qui vont à ce moment-là commencer à perdre leurs espaces de souveraineté. C'est donc dans ces circonstances-là que les 8 et 9 premières années se sont écoulées. Au Grilla, nous avons tout le temps célébré à la fois l'esprit révolutionnaire du Burkina Faso, qui était un processus panafricain révolutionnaire, mais nous avons aussi commémoré à tous les 15 octobre dans toutes nos sections, comme on le fait aujourd'hui. Et lorsqu'on est arrivé à quelques semaines de la période de prescription décennale, c'est-à-dire qu'il restait presque quelques semaines pour que ça fasse 10 ans, il n'y avait toujours pas de processus de justice dans le pays. Lors de l'accident lui-même, Blaise Compaoré était ministre de la Justice. Il n'a rien fait pendant les 9 ans. Il est devenu entre-temps président. Il n'avait rien fait. Le certificat de décès de Thomas mentionnait qu'il était mort de mort naturelle. Ils n'avaient rien fait. Et donc, sa veuve, courageusement, à la différence de bien d'autres veuves de nos martyrs, a osé porter plainte et a commencé donc le processus de la lutte contre l'impunité où le Grilla a commis des avocats. Et donc, le collectif des avocats a commencé à grandir, à atteindre jusqu'à 22 avocats. Et nous avons donc commencé à intenter la plainte contre X et faux en écriture juridique. Et nous avons épuisé pendant pratiquement une quinzaine d'années tous les recours juridiques au Burkina Faso. C'est une histoire longue, mais à la fin, je vous montrerai le site web de la campagne internationale Justice pour Sankara, où vraiment a été numérée toute la chronologie des 25 ans. Lorsqu'on est arrivé à l'approche de 2004, après qu'on ait tout perdu dans le pays, le Burkina avait fait l'erreur de signer le pacte international pour les droits civils et politiques des Nations Unies, et ça permettait à ce que la veuve puisse présenter une communication, et c'est ce qui a été fait. Et cette communication a été finalement recevable, et nous avons gagné au système des Nations Unies des droits pour la veuve et ses enfants, ce qui était vraiment une première dans l'histoire du droit international dans le cas du meurtre d'un chef d'État.
Du coup, ça a ouvert une brèche et ça a redonné de l'espoir à bien des gens qui luttaient. Et ça a éveillé aussi une grande partie de la jeunesse burkinabé qui bien sûr connaissait Sankara, mais avec cet élément-là va être davantage galvanisé. Entre-temps, des partis sankaristes sont nés, différentes d'obédience, et petit à petit, Blaise Compaoré s'est lui accoquiné dans le dispositif France-Afrique qui cherchait à déstabiliser la sous-région avec la filière djihadiste. Ça aussi, c'est une longue histoire, mais qui est très complexe. Mais on peut dire simplement que ce régime-là s'est accoquiné avec la France de Sarkozy pour à la fois la déstabilisation de la Libye et soutenir une vieille stratégie française qui consiste à créer un État azawad entre l'Algérie et le Mali. C'est une vieille histoire qui date du début des années 60, qui est revenue sous la forme d'un remake. Et lorsqu'il y a eu l'assassinat de Kadhafi, qui a été assassiné parce que c'était un chef d'État qui avait relancé l'Union africaine, qui avait refinancé la fibre optique et les satellites pour les cellulaires des gens, pour une banque continentale africaine, pour restructurer dans la perspective d'un panafricanisme. Donc l'assassinat de Kadhafi va permettre à financer des nébuleuses terroristes, lesquelles avaient déjà été mises en contribution par le dispositif impérialiste en Afghanistan, à partir du Pakistan. Donc là, on parle du groupe de Ben Laden, qui était un groupe proche de la CIA à l'époque. Et il va y avoir une alimentation financière de ces groupuscules, passant soit par le Qatar, soit l'Arabie Saoudite, soit les Émiratis. Et différentes cellules nostalgiques des ères du Khalifa vont commencer à essaimer de l'Algérie, de la Tunisie, du sud libyen, de l'Égypte, et descendre vers les zones soudano-sahéliennes, principalement au Mali et au Niger. Et donc, ces gens-là circulaient en toute liberté à Ouagadougou, soutenus par le régime qui négociait, faisait les médiations lorsqu'il y avait des enlèvements ou des tentatives d'irrédentisme. Et ça a mis tout d'un coup Compaoré dans une position de faiseur de roi, mais aussi de médiateur, au point que même certains demandaient le prix Nobel pour lui. Donc c'est un peu cette ambiance assez délétère qui s'était installée dans la sous-région. Comme je le dis, le néolibéralisme persistait. Et finalement, lorsqu'on est arrivé vers la fin de son mandat, il a voulu rempiler pour un troisième mandat. Et cette fois-ci, la jeunesse burkinabé a vomi son dictateur. Il va y avoir des insurrections. Il sera exfiltré vers la France, vers la Côte d'Ivoire par la France. La Côte d'Ivoire, qui je ne l'ai pas dit, est un pays qu'il avait lui-même contribué à déstabiliser avec les forces vives et qui avait permis l'élection de Ouattara. C'est l'épisode de Laurent Gbagbo que vous connaissez peut-être, qui a été arrêté par les services français et les forces vives, envoyé à la cour de La Haye et disculpé une dizaine d'années plus tard. Toujours est-il que donc c'est là qu'il va aller se cacher, et comme sa femme est ivoirienne, il a été affublé immédiatement d'une nationalité ivoirienne. Entre-temps, ces seconds vont essayer, avec le régiment de la garde présidentielle, une énième tentative de rester au pouvoir qui va évidemment provoquer encore d'autres exactions. Ils seront finalement combattus par le peuple et la restauration va permettre un processus de rétablissement des mécanismes institutionnels et le président Kaboré, une coalition, sont arrivés au pouvoir et du coup, s'ouvrait de nouveau la perspective pour nous d'avoir une instruction. Donc il va y avoir une instruction sur le putsch de Diendéré et les seconds de Compaoré, et il va y avoir un juge d'instruction qui va réouvrir l'affaire Sankara et qui va auditionner des dizaines et des dizaines de personnes. Et lorsqu'il va déposer son dépôt, il va y avoir plus d'une vingtaine de personnes qui seront inculpées, dont 14 actuellement sont retenues, plus de 67 témoins, 2 témoins experts. Donc, entre-temps, nos demandes répétées à la France, soutenues par nos camarades en France, va aussi servir. La France, par le président Macron, qui avait visité Ouagadougou, a déclassifié des documents. Donc, ces documents sont des documents confidentiels depuis le début de l'indépendance et aussi après, durant l'épisode révolutionnaire. Ces documents sont triés sélectivement par la France, donc ils n'exonèrent pas la France complètement, mais ils ne la compromettent pas pour autant. Mais les 2 premiers lots ont été retenus par le juge d'instruction. Le 3e lot est venu sciemment plus tard, après la fermeture de l'instruction.
Et donc, c'est dans ces circonstances que le 11 octobre s'est ouvert le procès donc, à Ouagadougou, un procès historique qui, évidemment, est actuellement très médiatisé. Donc, Sankara est de nouveau sur la sellette. Et les enjeux sont complexes puisque, entre-temps, la situation antiterroriste dont j'ai parlé a plus ou moins dégénéré dans la sous-région, au Niger, au Mali ou au Burkina. Il y a des milliers de déplacés, il y a une instabilité. Et donc, beaucoup de gens qui sont nostalgiques de l'ère de Compaoré, beaucoup de gens qui veulent le dispositif France-Afrique, arguent qu'il faudrait en fait commencer plutôt la réconciliation et ne pas aller vers ces voies contentieuses, sous le prétexte que ces gens-là pourraient faire de la médiation et permettre le règlement du conflit. Alors, nos avocats et tous les membres de la campagne internationale Justice pour Sankara insistent pour dire que la vérité doit d'abord être connue, que la justice doit être prononcée et qu'ensuite seulement on puisse aller vers des processus de réconciliation sans lesquels, évidemment, il n'y a aucune raison que cela se fasse. Alors, c'est un peu l'ambiance qui s'est faite lors de l'ouverture, beaucoup d'exaltation, tous nos avocats sont là, ceux qui sont surtout en élection de domicile. La veuve Mayam Sankara aussi est là. Elle nous a envoyé un message qu'on vous fera lire tout à l'heure. Et donc le juge, cependant, a refusé que les audiences soient enregistrées. Ce qui, pour nous, est un très grave problème dans la mesure où, pour la postérité, il faut que ces archives soient conservées et que les choses se fassent en toute transparence. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas la capacité ou la volonté d'enregistrer les débats. Donc, on insiste pour que tout le monde se mobilise afin que ce procès se fasse en toute sérénité et en toute transparence. Donc il va recommencer le 25. Ce dont on a besoin, c'est une mobilisation évidemment du peuple burkinabé, de tous les panafricains, de tous les internationalistes sur cette affaire qui n'a que trop duré. Ça fait effectivement très très longtemps que cette campagne perdure. C'est probablement la plus vieille campagne sur le continent africain et probablement, dans le cas du meurtre d'un chef d'État, l'une des plus anciennes campagnes. On a tous hâte que ça finisse, ici au Grilla en premier. Le Grilla soutient ce travail à bout de bras. Et donc, on va vous montrer dans quelques instants une petite vidéo de promotion de la campagne qui, donc, avec quelques artistes et personnes politiques, appellent à la mobilisation pour nous aider parce qu'effectivement, les coûts de soutien de ces avocats sur le terrain est très onéreux. Par exemple, là, c'était imprévu qu'il reste une dizaine de jours sur place. On se rend compte aussi qu'il est probable que nous allons devoir défrayer pour faire bouger nous-mêmes les témoins extérieurs à ce conflit, à notre charge. Ça aussi, c'est extrêmement lourd, sans parler des séjours, des transports, des frais de logistique, payer des sténos, dactylos pour saisir, etc., etc. Donc vraiment, il y a beaucoup de faux frais. Et comme vous savez, notre groupe est un groupe autofinancé exactement sur la base de matériel comme cela. Et nous avons donc une campagne sur le site qu'on va vous faire découvrir et qui vise évidemment à faire connaître le travail remarquable de ces avocats qui travaillent pro bono, c'est-à-dire qui travaillent gratuitement avec leur temps qu'ils offrent gratuitement pour cette cause qui a déjà fait leur notoriété. Et je dois dire que cette cause est déjà passée à l'histoire de toute façon. Il y a déjà des thèses, des livres qui sont écrits dessus. Donc vraiment, au niveau de la notoriété, ils sont récompensés, mais ils ne font pas ça pour ça. Donc on a besoin de l'aide de tous et de toutes pour cette campagne. Je crois que les modalités qui sont offertes, c'est la possibilité de faire des dons. Les dons qui sont à hauteur de 100 $ permettent d'avoir accès, je pense, à du matériel que vous voyez sur la table et sur le site, donc des t-shirts. Les dons de 250 $ et plus permettent d'avoir accès à un tirage pour un billet aller-retour pour assister au procès. En fait, c'est une façon un peu de s'autofinancer que les camarades de par le monde pourraient offrir pour nous assister, mais aussi tout don et toute offre d'aide humaine ou matérielle est bienvenue dans ce dernier effort. On ne vous cache pas que c'est un long marathon, donc les gens sont fatigués de le faire, mais on va le faire jusqu'au bout et on est convaincu que la victoire est proche. C'est une question très importante, l'impunité. Le droit international est très mal fait, c'est fait sciemment,
Il n'y a pas de dispositif sur l'impunité dans le droit international. La Cour pénale internationale n'est pas reconnue par les Américains. Les firmes multinationales n'ont pas de droit qui leur impose les responsabilités sociales et environnementales. Donc, c'est fait exprès. Il faut que cette question d'impunité au XXIe siècle soit résolue courageusement par les efforts citoyens pour aller vers un droit transnational qui puisse vraiment veiller à tout ça. Donc, c'est un peu les choses qu'on voulait partager avec vous.